à tous, je suis ravi de vous retrouver pour À Point, votre nouvelle émission hebdomadaire sur Omerta. Chaque semaine, nous parlerons d'un sujet, d'une thématique spécifique qui vous concerne. Pour ce premier numéro, nous allons parler des locataires expulsés à quelques mois des Jeux Olympiques par leurs propriétaires. Ces propriétaires peu scrupuleux qui sembleraient vouloir mettre en location leur logement sur Airbnb pendant la période des Jeux Olympiques. Et pour parler de ce sujet, je reçois Sophie Morvan, juriste au sein de l'ADIL 75, l'agence départementale d'information sur le logement de Paris. Bonjour Sophie. Bonjour Rémi. Ravi en tout cas de vous avoir avec nous pour cette première d'Appoint. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous sommes venus à votre rencontre pour savoir ce que vous en pensez. Je trouve ça un peu particulier dans le sens où certaines personnes ont vraiment besoin de se loyer, habitant sur Paris, etc. Donc c'est vrai que je trouve ça un peu compliqué ou en tout cas c'est un peu, on va dire, désolé pour le mot, dégueulasse de rejeter des personnes qui sont en tout cas dans le besoin de loyer simplement pour faire plus d'argent ou autre pendant les JO. Moi je pense que c'est une décision stupide, un peu qui est contre-productive puisque en France c'est interdit de faire. Enfin, c'est pas bien de faire ça puisque c'est pas social ni dans le pays dans lequel on vit. Il y a des gens qui sont à la rue et les mettre à la rue pour faire un peu d'argent durant les JO, je trouve ça pas moral ni productif. À partir du moment où ils expulsent des locataires qui ont un contrat, je trouve ça assez. D'une part, c'est nul, hein, mais surtout, ça me semble assez illégal. Hein, sauf si c'est un bail précaire. Hein. Je trouve pas ça très moral. Mais bon, après, c'est les histoires d'argent, des gens qui ont envie vraiment de gagner de l'argent en profitant de la situation, c'est jamais très moral. Hein. Pourquoi on n'expulse pas les squatteurs et pourquoi on expulserait des jeunes ou des gens qui payent leur loyer depuis déjà peut-être des années ou des mois? Je trouve ça idiot. À la fin de ce sujet, nous avons laissé la question de ce jeune homme qui s'adresse directement à vous. Pourquoi n'expulse-t-on pas les squatteurs plutôt que les gens qui payent leur loyer? Il est vrai que ce sujet revient régulièrement au cœur de l'actualité. Alors aujourd'hui, peut-on plus facilement expulser son locataire qu'un squatteur? Alors je pense qu'avant de répondre à votre question, il faut déjà définir de ce qu'est un squatteur et un locataire expulsé. Le squatteur, en fait, il est rentré dans le logement par voie de fait, par violence, par effraction, si on peut dire, si vous voulez. En revanche, le locataire expulsé, c'est le locataire qui a vu son bail résilié, soit pour cause de congé, le propriétaire souhaite reprendre le logement pour quelqu'un de sa famille, un descendant, un ascendant ou lui-même, ou alors le propriétaire veut vendre le logement, à ce moment-là, il résilie le bail. Et si le locataire ne part pas, là, on va parler d'expulsion. Le squatteur, lui, n'a pas de bail. Il est rentré, comme je vous le disais, par voie de fait, par violence, par effraction. Donc il faut bien distinguer quand même. On ne peut pas dire, quand on met fin à un contrat, qu'on expulse. On résilie le bail. C'est un peu moins violent, je trouve, dans le terme. Il faut vraiment préciser ça. Du coup, c'est plus facile ou pas de... Dans les deux cas, il faut une procédure judiciaire, de toute façon. Alors, le squatteur, quand même, à la différence du locataire, n'est pas protégé par la période d'hiver. C'est-à-dire qu'une décision de justice peut être rendue et elle peut être mise en œuvre entre le 1er novembre et le 31 mars. Pour le locataire, non. Il est protégé. Très bien, merci beaucoup en tout cas pour ces précisions. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet, celui pour lequel vous êtes là aujourd'hui. Est-ce que c'est légal de vouloir expulser son locataire pour mettre en location son appartement en Airbnb pendant les JO? Alors, sur le principe, si vous voulez, il faut motiver toujours son congé. Le congé, ça ne peut être que la vente, la reprise et éventuellement le motif légitime et sérieux, qui peut être la réalisation de gros travaux, par exemple, la démolition de l'immeuble, ou le fait que le locataire paye régulièrement son loyer. Ça peut être aussi un motif de résiliation de bail, avec un préavis de 3 mois avant la fin du bail. Donner congé parce qu'on souhaite louer en Airbnb, c'est impossible, ou en tout cas, si le propriétaire l'indique dans son congé, si vous voulez, ce sera évidemment... rendu caduc si le locataire se maintient et que le propriétaire va devant le tribunal. Mais on ne peut pas donner congé pour ce motif-là. Donc ça veut dire que ce sera un congé qui sera frauduleux puisque le propriétaire, à mon avis, avancera un argument qui n'est pas celui réellement qu'il a en tête. Mais comment le prouver justement que c'est un argument frauduleux? Alors le prouver, ça n'est pas facile, parce qu'en fait la preuve ne peut se rapporter qu'a posteriori. A priori, à moins de voir déjà l'annonce sur les plateformes peu de temps avant que le bail se termine et que le locataire quitte l'appartement, c'est difficile de le prouver a priori.
Il est vrai. A posteriori, ce sera des témoignages des voisins, par exemple, ou le nom sur la boîte aux lettres qui ne correspond pas à celui pour lequel le logement a été repris, par exemple. Que risque un propriétaire en cas de mensonge avéré? Et est-ce que le locataire peut demander des indemnités? Bien sûr, le locataire, évidemment, peut saisir le tribunal pour demander des dommages et intérêts sur le fondement du congé frauduleux. Le tout est de rapporter la preuve, et c'est à lui de rapporter cette preuve. Ce n'est pas au propriétaire, à l'inverse, de dire qu'il avait rempli ses obligations. N'importe qui peut-il mettre son logement en location sur Airbnb? Alors, ce qu'il faut savoir, quand même déjà, il faut rappeler que la location en Airbnb, elle est vraiment réglementée dans le sens où le plan local d'urbanisme des collectivités va déterminer dans quel cadre on a un pourcentage de logements, un pourcentage de locaux à usage commercial. Et lorsqu'on fait du Airbnb de manière pérenne, en tout cas plus de 4 mois dans l'année, puisqu'à Paris, vous avez la possibilité de louer votre résidence principale en Airbnb 4 mois maximum, c'est-à-dire 120 nuitées, sans avoir à solliciter l'autorisation de changement d'usage. Mais il faut savoir que cette location-là, donc sinon, elle est très réglementée. L'autorisation n'est accordée de cette location Airbnb, donc de ce changement d'usage, que si vous compensez. Compenser, ça veut dire avoir des mètres carrés dans le même arrondissement, dans un local qui, lui, va être à usage commercial, que vous allez transformer en usage d'habitation. Donc tout ça est difficile. Néanmoins, il faut regarder et étudier de près son règlement de copropriété. Car vous pouvez avoir des immeubles de grand standing où le règlement de copropriété va imposer quand même des limites. Si l'immeuble n'est pas de grand standing, le règlement de copropriété ne peut pas interdire en tant que tel, évidemment, ce type de location. La limite, c'est toujours de ne pas causer de troubles de voisinage, parce que le propriétaire est responsable du comportement de ses locataires. Ça, il faut le savoir. Alors, vous m'expliquez l'autre jour par téléphone qu'il était aussi compliqué, fallait faire des demandes au niveau de la paperasse. Oui, c'est vrai. Des démarches longues, fastidieuses. Ce sont des démarches fastidieuses et surtout difficiles à remplir, comme je vous le disais, par rapport à cette compensation. C'est si vous n'êtes pas en mesure d'être propriétaire à côté de ce local qui se transforme à usage commercial en faisant du Airbnb, si vous n'êtes pas propriétaire de locaux commerciaux, il va falloir acheter une commercialité. Acheter une commercialité, pour exemple, l'autre jour, j'ai un propriétaire qui me parlait d'un achat de commercialité dans le 8e arrondissement, on était à 6 000 € du mètre carré. Donc ça veut dire que vous avez un logement que vous transformez, que vous faites de la location Airbnb, vous avez 30 mètres carrés, si vous achetez la commercialité, ça veut dire qu'il faut débourser 180 000 € si vous avez 6 000 € de commercialité par mètre carré. Donc c'est très compliqué à réaliser. La seule option, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est d'avoir sa résidence principale, de la louer quelque temps maximum en Airbnb, c'est-à-dire pas plus de 120 nuitées. Et là, à ce moment-là, vous n'encourez aucune difficulté à remplir ça, puisqu'il y a juste un numéro à faire figurer sur l'annonce qui va apparaître sur les plateformes. Alors c'est pratique des propriétaires qui souhaitent un petit peu donner congé à leurs locataires. Est-ce que finalement ça ne contribue pas à fausser davantage le marché de l'immobilier à Paris, surtout lorsque l'on sait que la période des JO sera une période, je mets des guillemets, mais qui sera une période de transition avec l'arrivée de nouveaux étudiants, le départ de d'autres. Il y a toujours des nouvelles personnes qui arrivent en région parisienne pour des raisons professionnelles. Est-ce que du coup cela contribue à fausser davantage le marché de l'immobilier parisien? Oui, alors c'est vrai qu'en ce moment, nous, on se trouve confrontés, lors de nos consultations, à beaucoup de congés qui sont délivrés pour lesquels les locataires pensent que le propriétaire va laisser le local vide, un certain temps en tout cas, jusqu'au JO, pour pouvoir le relouer pendant ces JO en Airbnb. Donc c'est vrai que là, le marché est tendu, les gens ont beaucoup de mal à trouver de logements à louer, surtout les petites surfaces, et c'est vrai que ça fausse le marché. Si vous êtes également dans cette situation, qu'est-ce que vous conseilleriez à nos téléspectateurs? Alors, moi, ce que je conseille quand même aux téléspectateurs, c'est de vérifier déjà la validité du congé. Le congé, il doit quand même être, si vous voulez, par rapport en tout cas au congé reprise, le propriétaire doit vraiment justifier du caractère réel et sérieux de la reprise. C'est-à-dire que s'il indique, par exemple, que le congé va bénéficier à une reprise pour son enfant, il doit justifier d'une part pourquoi son enfant vient habiter là. Alors, est-ce que c'est parce qu'il revient de l'étranger, il a fini des études, ou est-ce que c'est parce qu'en effet, il prend son indépendance? Donc quand même, si vous voulez, la validité du congé, elle est quand même relativement exigeante quant à son fond, à sa forme aussi, mais à son fond. Donc, véritablement, j'incite les locataires qui se voient délivrer un congé de rencontrer le juriste de la DIL de son arrondissement pour vérifier déjà la validité de celui-ci. Ils ont toujours conscience de leurs droits, les locataires? Je pense, oui, parce que il y a pas mal d'informations digitales et puis c'est un sujet d'actu. Donc en règle générale, ils ont le réflexe quand même de se tourner vers un juriste pour déjà présenter l'acte et puis qu'on puisse voir d'abord si le délai est respecté, minimum 3 mois en meublé, 6 mois en location vide, et puis si le motif aussi est valable.
Alors, pour vous consulter, c'est payant, c'est gratuit? Alors c'est gratuit, c'est une permanence qui se déroule dans chaque mairie d'arrondissement, dans chaque point d'accès au droit, dans chaque maison de justice et du droit, ainsi qu'au point d'accès au droit du tribunal judiciaire de Paris, tous les lundis après-midi en l'occurrence. Sophie Morvan, nous avons une dernière question à vous poser. Celle-ci est posée par Laura Renoncourt, journaliste à la rédaction d'Omerta. Bonjour, quels recours ont les locataires face à ce type de pratique? Alors, le locataire face à ce type de pratique, première étape, nous consulter les juristes de la DIL, comme je l'ai précédemment dit. Deuxième étape, envisager une action judiciaire pour obtenir des dommages et intérêts sur le fondement d'un congé frauduleux, bien évidemment. Le tout est de rapporter la charge de la preuve et c'est une procédure qui peut durer quelques mois quand même. Mais en tout cas, en aucune manière réintégrer les locaux si la question sous-jacente est celle-ci. Ça n'est pas prévu par la loi. Très bien, merci beaucoup Sophie Morvan d'avoir été avec nous pour cette première d'Appoint. On le rappelle, vous êtes juriste au sein de l'ADIL 75, l'agence départementale d'information sur le logement de Paris. Appoint, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce premier numéro. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Bye.